Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois moins de biens, plus de liens. La simplicité volontaire est-elle un nouvel engagement social? Est-ce un mouvement devenu incontournable? Assistons-nous à l'émergence de nouvelles solidarités? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Mélanie et Bernard ont choisi de refuser la course à la consommation trop souvent offerte par nos sociétés. Ils vivent sans s'encombrer d'appareils qu'ils jugent superflus. Les 8 Pères Café ont conquis la Belgique. Tout s'y répare, ou presque. Une autre initiative citoyenne qui a le vent en poupe, les selles. Mais que nous propose-t-il donc? Evelyne de Bouwer, Corinne Owen, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Evelyne de Bouwer, vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain et vous avez publié un livre aux éditions Couleur Livre intitulé « Moins de biens, plus de liens, la simplicité volontaire, un nouvel engagement social ». Quant à vous, Corinne, vous êtes journaliste aux Médias catholiques et vous êtes, comme d'habitude, venue avec votre petit panier rempli de reportages pour nous aider à comprendre la thématique de notre magazine. Alors, qu'en est-il du premier? Le premier reportage, Philippe, c'est une rencontre, celle d'un couple, Bernard et Mélanie Deloy, que vous connaissez, Emeline. Bernard, au départ, il est avocat à Bruxelles et il a été très vite sensibilisé par le stress de la grande ville. Il aurait voulu avoir une ville sans voiture, une ville piétonnière. Et Mélanie, au départ, elle est journaliste et ensemble, ils ont décidé de vivre d'une manière différente. Vous allez peut-être mieux comprendre après avoir vu le petit reportage qui va suivre. Dans le pays des collines, Mélanie et Bernard ont trouvé leur bonheur à la ferme. Pour cet ancien avocat bruxellois, il y avait urgence à un retour à une vie différente, loin du stress de la capitale. Aujourd'hui, Canel et Nestor sont presque à la retraite. Mais ils se souviennent que tout a commencé il y a quelques années, en 2003. Ils ont pris la route alors tous ensemble pour l'inconnu. Les enfants, Madeleine et Pierre, étaient encore bien jeunes. L'aventure a duré 3 ans et 3 mois exactement. Une école de vie en osmose parfaite avec la nature et riche de rencontres. Et puis, il a bien fallu se poser. Et en fin de compte, ce petit coin de Wallonie a un parfum de bout du monde. Mais l'aventure, loin d'être terminée, ne faisait en fait que commencer. De leurs années sur la route, Mélanie et Bernard ont gardé le goût de la simplicité. Avoir moins de biens semble ouvrir la porte à plus de liberté. Alors chaque année, la famille abandonne l'un ou l'autre objet qu'elle juge inutile. Je dirais le premier objet, le plus symbolique, autour duquel tourne toute notre vie, c'est la voiture. Et donc ça veut dire passer de 60 km/h à 5 km/h, la vitesse de la marche. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à pied et qu'on vit lentement? Bien, on observe. On observe ce qui se passe autour de soi. Et on s'étonne d'abord que le silence, ça existe encore un peu. Et on se demande comment les autres peuvent vivre dans ce bruit permanent. On se demande comment les gens peuvent vivre avec 1,5 tonne de ferraille et de verre autour de soi pour se déplacer, 100 kilos en général, pas plus. Et donc on est un peu scandalisé au début. Concrètement, ça veut dire que nos soirées, c'est de la lecture essentiellement ou des conversations. Concrètement, ici, tous les jours, ça veut dire que depuis 21 ans de mariage, nous passons nos 3 repas journaliers en tête-à-tête, ou bien avec nos enfants, mais toujours en famille. Nous cuisinons, bien entendu, ici même, et ici, depuis que nous sommes à la ferme, nous ne mangeons que ce que nous produisons. Voilà, ça s'appelle la qualité de vie. Alors qu'est-ce que ça implique dans le quotidien en fait? Oh, ça implique de travailler physiquement presque tout le temps. En tout cas, profiter de la clarté du jour et de travailler. C'est quasiment 5 km par jour que je parcours rien que sur l'étendue de la ferme ici, à
à nourrir les animaux ou à cultiver, à buter des légumes ou à transformer une parcelle de prairie en potager en y mettant des couches de carton et puis des couches de paille. Donc ça demande beaucoup de matière organique, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Mais je pense que grâce à ça, on se couche fatigué mais heureux tous les soirs. Et vous n'avez pas peur de perdre du temps, justement? Non, parce que il n'y a pas de temps à gagner. Je crois qu'on perd sa vie en essayant de gagner du temps. Je pense qu'en fait, c'est un peu comme le travail. Le travail, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce qui est important, c'est de faire des choses et de prendre son temps pour le faire bien. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, évidemment, ici, nous serons toujours les plus petits maraîchers de Belgique. Ce sera toujours une microculture, ce sera toujours à échelle humaine, c'est-à-dire avec des outils conviviaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de... le moins de machines électriques ou thermiques possible, et donc on fait quasiment tout à la main, donc avec scie et avec bêche et avec cisaille, quoi. Est-ce que c'est une démarche, on pourrait dire, quasi spirituelle? Sûrement, bien sûr. Physique et spirituelle, oui, bien entendu. Mais parce que toutes les spiritualités nous rejoignent ici même, dans la simplicité. Je ne connais pas une forme de vie spirituelle qui prône l'accumulation ou la prospérité. Aucune. Émile de Bouvert, c'est quoi exactement la simplicité volontaire? Donc c'est une philosophie de vie ou une démarche de vie qu'on résume souvent en disant que c'est consommer moins pour vivre mieux. Donc il y a à chaque fois les deux parties du slogan, moins de biens, plus de liens. Une réduction de la consommation, mais pour un mieux-être, pas juste pour devenir frustré ou juste s'auto-limiter. Et qui se concrétise comment dans la réalité? De plein de manières. Vous avez vu une manière ici avec Bernard, des lois. Il y a plein d'autres manières de mettre en place la simplicité volontaire. Il n'y a pas de recette toute faite, mais c'est désencombrer l'espace, le temps. Désencombrer, oui, en partie son agenda et surtout ses espaces. Le temps, justement, le temps est important, on l'a entendu dans le reportage, c'est vraiment une donnée clé fondamentale de cette simplicité volontaire? Oui, c'est ça. Donc, il y a certains auteurs qui parlent de racheter du temps pour s'en sortir, dans la démarche de simplicité, c'est-à-dire vraiment valoriser, donner une valeur au temps, au moins aussi grande qu'à l'argent. Essayer de conscientiser le temps qu'on passe dans sa vie, en fait, à travailler pour accumuler des objets, à travailler pour se payer des maisons très grandes, pour mettre tous les objets qu'on a accumulés, à travailler pour payer des gens qui puissent entretenir ces espaces qui sont devenus tellement trop grands qu'on n'a plus le temps pour les entretenir. Donc vivre simplement, c'est quand même redonner une place, en tout cas réfléchir à qu'est-ce que je fais de mon temps. On définit parfois la simplicité volontaire comme se centrer sur l'essentiel. Est-ce que l'essentiel fait partie de mon emploi du temps? C'est une des premières questions, je pense, qu'on se pose quand on décide de vivre plus simplement. Dans votre livre, on parle à la fois de temps, de travail et d'implication politique. Mm-hmm. Oui, parce que, en tout cas, là, je faisais le lien entre, pour s'impliquer, ne fût-ce que localement, dans des initiatives pour recréer du lien social, on a besoin de temps. En fait, peut-être qu'on déplore aujourd'hui beaucoup le manque d'implication politique, mais on souligne peut-être pas assez qu'il faut beaucoup de temps. En fait, il faut du temps pour se poser les questions, pour débattre, et puis pour s'impliquer. Et pour une des manières de gagner du temps, gagner du temps, voilà, comme Bernard critiquait cette formule, mais une des manières de retrouver du temps, c'est de vivre plus simplement, de réduire ses besoins pour peut-être dépendre moins de toutes les choses qui nous procurent un salaire et pouvoir réduire le temps qu'on passe aux objets et à gagner de l'argent uniquement. Dans le cadre de votre recherche, la famille qu'on vient de voir dans ce premier reportage proposé par Corinne, est-ce que c'est une famille unique ou bien est-ce qu'on commence à voir de plus en plus de familles qui vivent ce type de vie? Je dirais un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui s'impliquent dans la simplicité volontaire. On a vu surtout un changement à partir de la crise en 2008. Mais la façon de vivre la simplicité de Bernard et Mélanie ici est une façon parmi énormément d'autres. Donc c'est une façon ici, eux valorisent l'activité physique, sont assez en retrait en tout cas de la société. Vous avez des simplicitaires, comme je les appelle, qui sont beaucoup plus
ou qui pratiquent leur simplicité, par exemple, au sein de Bruxelles ou au sein de plein d'initiatives et au sein de réseaux. Donc vous avez 1000 manières de vivre la simplicité. Justement, cette simplicité-là, les gens qui la vivent, est-ce qu'ils arrivent quand même à s'intégrer dans la société? C'est un peu le défi. Simplicité volontaire, c'est l'idée vivre simplement, ce n'est pas des idées neuves. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce concept peut-être ou ce terme de simplicité volontaire? C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, on peut vivre simplement. Et donc évidemment, il y a des pratiques qui sont reprises de pratiques anciennes, mais il y a aussi des créations et énormément de créativité nécessaire, puisque voilà, le monde tel qu'elle est, la ville telle qu'elle est, comment est-ce que je peux quand même vivre simplement, malgré la publicité omniprésente, malgré des pistes cyclables qui ne sont pas en très bon état, malgré, voilà, comment est-ce que je fais malgré tout pour vivre simplement? Et il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui nous montrent que c'est possible de vivre simplement ici même. Corinne, je reviens vers vous. Donc, c'était facile de trouver cette famille. Est-ce qu'il y a eu plusieurs exemples? Il y avait plusieurs exemples. Cette famille nous avait particulièrement touchés parce que Émile nous en avait parlé. Et d'ailleurs, si vous voulez les retrouver, ils ont écrit ce livre qui s'appelle Classe de terre, où ils racontent leur aventure. Ils sont partis quand même pendant 3 années avec leurs 2 enfants et leurs 2 ânes sur les routes d'Europe. Et alors, vous verrez que bon, tout n'est quand même pas toujours très rose. C'est parfois très difficile de vivre simplement, beaucoup plus difficile qu'on imagine. Donc je vous invite à lire leurs aventures. Alors, ça, c'est donc pour le premier reportage. Oui. Vous en avez un deuxième également. Alors j'ai un deuxième reportage, c'était un petit peu mon coup de cœur. Ça s'appelle les Repair Café. C'est un concept qui est né aux Pays-Bas, donc il y en a de plus en plus en Belgique. En général, il se passe le samedi matin ou le dimanche matin. Vous amenez un petit peu tout ce que vous avez, à la place de le jeter, vous allez là-bas avec votre percolateur, votre fer à repasser ou votre ordinateur, que sais-je. Et sur place, vous avez certaines personnes qui vont vous aider à réparer. Et donc voilà, je vous invite à découvrir le Repair Café de Bruxelles, avenue de la Couronne. Un dimanche après-midi dans un atelier pas comme les autres. Il y a du monde et de tous les âges. Antonin est venu en famille pour un problème bien précis. Aujourd'hui, j'ai décidé de réparer un boîtier qui permet d'allumer des appareils de tout en électricité à distance grâce à une télécommande. Dans les Repair Café, on apporte un peu tout et n'importe quoi. Des objets qui cherchent une seconde vie. Mais l'idée est d'aller plus loin qu'une simple réparation. Le principal concept, c'est de réparer ensemble. C'est vraiment ce qui nous différencie des autres initiatives qui permettent de lutter contre les déchets ou la génération de déchets. C'est réparer ensemble. Donc le visiteur qui vient ici vient avec son objet, son appareil ou son vêtement, et on va partager quelque chose ensemble entre le bénévole et le visiteur pour arriver à essayer de résoudre en tout cas le problème sur son objet, mais de le faire ensemble. Tous les réparateurs sont bénévoles et tous sont des passionnés dans leur domaine. Un dimanche par mois, ils se retrouvent autour de ces tables où chaque panne est un défi à relever. J'ai envie de faire des choses utiles et j'aime pas spécialement l'obsolescence programmée, ce genre de choses. Donc c'est ma manière à moi de protester, d'agir contre ça. L'obsolescence programmée, cette stratégie mise en place par certains constructeurs qui n'hésitent pas à réduire la vie de leurs appareils pour qu'ils soient remplacés au plus vite. Une pratique dénoncée par les associations environnementales et contre laquelle luttent les Repair Café. On essaie de faire ça de manière active, donc que les gens viennent, ils viennent pas avec le droit de faire réparer leurs appareils, mais ils viennent avec l'idée que voilà, ils apprennent aussi à réparer eux-mêmes. Et donc non seulement on répare, on essaie de limiter les déchets, mais en plus on essaie d'apprendre aux gens à réparer eux-mêmes, donc on diffuse l'info comme ça. Nés aux Pays-Bas, les Repair Café ont conquis les Belges. Notre pays en compte actuellement une centaine. Une initiative citoyenne qui, au-delà des réparations, offre un magnifique espace de rencontre. Émile de Bouvert, ce reportage justement, est-ce pour vous un bon exemple de la simplicité volontaire?
Oui, en tout cas, un bon exemple d'une initiative qui peut soutenir la vie simple. Quand on essaye de vivre simplement dans notre société qui va un peu dans l'autre sens, c'est pas si facile. Et donc s'entourer, se mettre dans des réseaux et participer à des initiatives comme ça, oui, c'est vraiment très important. Et vous voyez, ça attire quand même pas mal de monde. Donc on voit qu'il y a une demande, en tout cas. La notion justement de réseau, est-ce que c'est une notion très importante pour vous? En tout cas, il me semble que la simplicité volontaire ou la vie simple, elle a du sens si elle permet de développer plus de liens. Elle a du sens si elle permet quand même d'une certaine manière, que les personnes s'insèrent dans la société telle qu'elle est pour montrer un exemple qu'il est possible de vivre différemment. Et aussi parce que le grand défi, je pense, c'est de ne pas spécialement rester uniquement entre soi, mais de côtoyer, de vivre simplement en continuant à rester en lien avec toutes les personnes qui fonctionnent plutôt dans un autre mode. D'après vous, quand on voit ce type de reportage, la société de consommation, finalement, elle ne conduit-elle pas à une impasse? Oui, ça, je serais assez d'accord que... en tout cas, la société de consommation répond de manière tellement maladroite aux besoins des personnes que on a beau consommer, il reste un énorme vide et une certaine partie de nous qui ne sont pas remplies. Et donc, on se rend compte, les gens ont beau consommer toujours plus, c'est pas pour ça qu'ils sont toujours plus heureux ou qu'il y a quelque chose qui s'apaise à un moment et qu'on arrête de consommer. Cette spirale a l'air sans fin, c'est sans doute que les besoins qu'on pense combler par la consommation, en fait, ne sont pas tout à fait comblés, et que donc il est urgent de trouver d'autres stratégies pour répondre à ces besoins, d'autres manières d'être reconnu, d'autres manières de se sentir en lien, d'autres manières de se sentir en sécurité que d'avoir énormément d'argent sur son compte en banque ou d'avoir 1000 possessions et plein de maisons à nous. Donc voilà, ouais. Quelle est l'ampleur de ces mouvements citoyens aujourd'hui, d'après vous, dans les recherches que vous faites? Je ne fais pas d'études quantitatives, donc c'est très difficile à dire. À certains moments, il y en a qui ont parlé du fait qu'aux États-Unis, il y avait 15% de la population qui serait déjà dans une démarche vers la simplicité. Vous avez en Europe des études sur les créatifs culturels qui rejoignent la simplicité volontaire, donc les personnes qui se poseraient en agent de changement de culture et qui valoriseraient notamment la simplicité. On dit qu'il y en a près de 20% dans certains pays comme la France. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de pratiques réelles? C'est très compliqué à savoir. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une initiative qui intéresse énormément, qui interpelle, parce qu'elle rejoint plusieurs questionnements. Elle rejoint une préoccupation écologique et sociale, adopter un mode de vie qui respecte la nature, mais aussi qui respecte l'humain, que chacun sur Terre peut adopter. Mais aussi, ça répond à des questions de sens. Comment redonner sens à sa vie, comment adopter un mode de vie qui soit plus convivial et qui laisse du temps pour les choses qui sont vraiment importantes. Vous êtes d'accord aussi de dire que c'est une démarche profondément spirituelle? Oui, je dirais existentielle mais je suis d'accord. Corinne, on revient vers vous pour votre troisième reportage. Oui, avec un autre coup de cœur, ça s'appelle le sel. Alors vous allez voir, ce sont des personnes qui font des échanges entre elles. Il n'y a pas d'argent, il y a une monnaie, mais qui est tout à fait fictive, et ces personnes s'échangent des biens, des savoirs, toutes sortes de choses. Vous allez découvrir dans le reportage, vous comprendrez beaucoup mieux. Nicole fait partie du CEL. Le CEL, ou encore système d'échange local, c'est-à-dire un réseau de personnes qui échangent des services, des biens ou des savoirs. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Céline. Lorsqu'elle doit se rendre au village, elle propose tout naturellement un covoiturage. Cet après-midi, Céline en profite donc pour aller chez le boucher. Pas question d'euros dans les transactions du CEL. Ces échanges sont mesurés en fonction du temps qu'ils prennent et chaque CEL a sa monnaie. À Rochefort ou Ciney, par exemple, 1 heure de prestation correspond à un petit beurre. Chacun est crédité ou débité en fonction de ce qu'il a demandé ou reçu. Une course chez le boucher correspondra probablement à un demi-petit beurre, si la boucherie n'est pas trop loin. Une demi-heure de service que Céline devra donner à d'autres membres. Mais pourquoi se sont-elles engagées dans cette aventure pas comme les autres?
La première raison de s'engager dans le CEL, c'est utilitaire. J'ai besoin de services parce que j'ai des enfants, je suis malade ou simplement tout le monde a besoin d'un service à un moment ou l'autre. C'est aussi l'idée l'objectif de recréer du lien social dans son quartier, dans son village. Ici, c'est sur 2 communes, mais si on a beaucoup de membres dans un village, ça recrée du lien. Et la finalité, pour certains et pour les organisateurs en tout cas, c'est l'idée de participer à un changement de société. Parce qu'on peut constater que toutes les crises qui sont là présentes ne nous mettent pas dans un environnement très positif. Et le système d'échange local, c'est justement remettre du positif, du lien, de la créativité entre les gens. Alors, quels sont les services qui s'échangent le plus ? Ah là, on peut tout demander, on peut tout offrir dans le CEL, mais il faut trouver une personne qui est preneuse. Mais en général, les gardes d'enfants, tout ce qui concerne l'alimentation, préparer des repas ou participer à une fête de famille, donc aider à une fête de famille par exemple. Il y a aussi les services de couture, de prêt de matériel. C'est très 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 diversifié. Tu viens pour ton anniversaire? Ben oui, je viens voir. C'est cette fameuse salle. Mais il y en a 2 en fait. Il y a celle-ci qui est la salle du rez-de-chaussée. Des échanges tellement diversifiés que des ASBL comme le Petit Théâtre de la Grande Vie s'y est lancé. Camille souhaite louer une salle pour son anniversaire et c'est Françoise qui la reçoit. Et donc voici la cuisine, l'évier. Ça c'est un chauffe-eau mais qu'on n'utilise pas pour la cuisine, c'est le chauffe-eau pour la douche. D'accord, mais il y a le chauffe-eau. À nouveau, les transactions se font dans la monnaie locale. Camille devra s'engager à offrir pas mal d'heures en échange de sa petite fête. Tout le monde a quelque chose à offrir, mais parfois il y a des gens qui offrent des choses dont on n'a pas besoin précisément à ce moment-là. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de délai. On peut inscrire et puis en voyant ce que d'autres proposent, on peut se dire bah, tiens, moi je pourrais le faire aussi. Et une fois qu'on est dedans, on se sent... On a de nouvelles idées, quoi. Parce que c'est vrai que parfois des gens sont un peu peureux ou n'ont pas suffisamment confiance dans leurs capacités. Ils proposent des petites choses, puis ils voient, bah tiens, celui-là, il a proposé ça. Et ça, ils peuvent élargir leurs offres et demandes. Au départ, l'argent n'était-il pas, lui aussi, une simple monnaie d'échange, avant de devenir le but de toute une vie pour certains. Pour les membres du CEL, l'essentiel est de revenir à une société solidaire, tissée de rencontres, et de partage des savoirs de chacun. Est-ce une nouvelle forme de volontariat, ce qu'on a vu dans ce reportage? C'est quand même un petit peu différent, dans le sens que c'est vraiment une manière d'échanger et aussi de redonner de la valeur à plein d'activités qui aujourd'hui ne sont pas valorisées dans le sens qu'on leur attribue une rémunération. Mais dont les gens ont besoin. Et donc, quand on est dans un CEL, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui s'échangent et dont les gens sont vraiment très contents de recevoir le service, des trajets, mais aussi des gardes d'enfants, enfin des choses. Et donc, on se rend compte qu'on peut offrir plein de choses. C'est aussi des initiatives qui permettent de valoriser et de faire réaliser aux gens qu'ils ont plein de choses à offrir, qu'on peut offrir plein de choses à la collectivité. Mais imaginez l'exemple. Moi, je vais faire le ménage chez Corinne. Comment est-ce que je vais être certain comment est-ce qu'on va évaluer ce service et comment être certain qu'elle va également faire ce service? Comment est-ce que je peux être certain qu'elle va faire ce à quoi elle s'est engagée? C'est sur la confiance ou bien est-ce qu'il y a quand même... Chaque salle a quand même une comptabilité stricte et assez... Oui, comptabilise les heures. Oui. Donc, par contre, on peut être en négatif et on peut être en positif. Ça dépend des CEL, jusqu'à certaines limites. Mais donc, si on vous a offert 1 heure, vous devez rendre 1 heure. Ah, pas moi, je viens déjà faire son ménage pour 1 heure. Donc. Mais pas nécessairement l'un vis-à-vis de l'autre. Oui, c'est dans la communauté. Est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une nouvelle forme d'économie? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Il y a en tout cas des économistes et autour de l'économie solidaire et tout ça ou l'économie alternative qui parlent, oui, de nouvelles formes d'économie, en tout cas, mais plutôt de nouvelles formes plurielles, de l'idée qu'il est important de pluraliser l'économie. Oui, donc,
Pluraliser l'économie, mais aussi veiller à avoir une économie plus de proximité. On tient compte de cette réalité-là aussi? Oui, bien sûr. Donc ici, les Selles, évidemment, c'est dans une périphérie, dans une aire géographique limitée, puisque l'idée n'est pas non plus de prendre sa voiture énormément pour aller rendre service, et aussi, évidemment, pour resolidifier les collectivités locales, essayer de redonner corps à certains villages, essayer que les gens puissent de nouveau... C'est une manière de se rencontrer, mais on valorise beaucoup la convivialité. C'est rare les gens qui ne les valorisent pas, mais arriver à ce qu'une initiative conviviale, ça doit se baser sur des actions. Juste se rencontrer, faire une fête de voisins, dans certains endroits, ça marche. Mais quand on se rencontre autour d'un échange de services, il y a moyen peut-être que des liens un peu plus forts se tissent, ou en tout cas peut-être durables. Et c'est un des buts, je pense, des services d'échange locaux. Vous avez d'autres exemples de solidarité, justement, qui sont nés de cette simplicité volontaire? Donc il y a pas mal d'initiatives locales qui tournent autour de la simplicité volontaire. Donc on a vu les Ripper Cafés, il y a les services d'échange locaux, il y a les réseaux d'échange de savoir, les RES. Vous avez les potagers collectifs où il y a pas mal d'entraide entre les différents jardiniers. Vous avez les villes en transition, villes et communes en transition. Vous avez les habitats groupés. En tout cas, il y a toute une mouvance aussi qui vise à penser l'habitat pour que, en tout cas réorganiser, pour qu'il y ait plus de collectifs, plus d'échanges. Vous avez des bibliothèques locales sans locales, par exemple là où j'habite. Donc essayer que les gens puissent échanger ce qu'ils n'utilisent pas tous les jours et qu'on puisse diminuer notre consommation aussi par le partage, pas seulement parce qu'on fait tout soi-même et qu'on rentre dans une autre forme de boulimie. Vous avez le sentiment justement que moins de biens, comme on le dit bien, mais ça conduit vraiment à plus de liens? Vous avez le sentiment de l'expérience que vous avez de vos recherches aujourd'hui de dire oui, on sent qu'il y a vraiment des liens qui se créent, qui se tissent, qui conduisent à vraiment peut-être à ce que l'humain retrouve une autre place au sein de la société? C'est pas automatique, mais dans beaucoup de cas, oui, c'est le cas. Et vivre plus simplement, il y a un moment où on désencombre, on fait le vide. Il y a un moment où on se pose la question, mais pourquoi est-ce que je fais le vide? Et beaucoup y répondent en disant, c'est pour plus de relations, plus de liens, et aussi plus de liens aux autres, mais plus de liens à moi, et parfois plus de liens à la nature et à d'autres dimensions qui sont essentielles. Dans beaucoup de cas, en tout cas, ça débouche sur plus de liens, mais je pense que c'est important de lier les deux et d'y être attentif aux deux dimensions. Parce que ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on vit simplement que tout d'un coup on s'inscrit dans un réseau très large et qu'on vit dans le monde des bisounours. Vous avez le sentiment que, parce que vous donnez pas mal de conférences aujourd'hui, que ça répond vraiment à une attente Oui, en tout cas, oui. À plein de niveaux, mais combiner cette recherche de sens et de cohérence ou d'authenticité et de vie écologique et solidaire, combiner ces différents éléments, arriver à trouver un mode de vie qui soit intégré ou qui soit unifié d'une certaine manière. Oui, ça, il y a vraiment une demande. Après, il y a énormément de craintes et énormément de peur de lâcher ce qui existe aujourd'hui. Merci en tout cas à toutes les deux de nous avoir permis de mieux comprendre ce qu'est la simplicité volontaire. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être restés avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.